Alors tout d'abord, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Aujourd'hui, c'est un petit peu bruyant dû à la chaleur et aux ventilations. Si jamais vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous demander de patienter encore une ou deux petites minutes, le temps que les retardataires se connectent, sachant qu'on a encore 6-7 personnes qui sont inscrites et qui ne sont pas connectées. Voilà, je vous demande de patienter encore une ou deux petites minutes. Merci beaucoup. Bon, les dernières personnes arrivent petit à petit. Je vous propose de commencer. Donc aujourd'hui, en fait, la présentation, le webinar porte sur le cloud. Alors sur plusieurs aspects particuliers du cloud qui sont les outils de supervision, le zero touch provisioning, donc le provisioning. Euh, je referai quand même un petit passage sur l'ensemble des fonctionnalités. Alors, je sais qu'on n'a qu'une petite demi-heure. On va essayer d'aller au plus rapide. Et puis, n'hésitez pas à préparer vos questions au fur et à mesure ou à lever la main au fur et à mesure de la présentation. Euh, on est au mois de juillet, on n'est pas très nombreux, on est moins d'une vingtaine. Donc, c'est l'occasion en fait d'intervenir. Voilà. Donc le workshop de ce mois de juillet euh, porte sur le cloud de Patton et le provisioning Patton. Euh, donc juste pour mémoire, le cloud est un service en fait qui a été lancé en septembre 2018, qui est accessible avec plusieurs niveaux de services. Ces niveaux de service en fait correspondent à des licences basiques, standard, advanced et professional. Chaque niveau de licence vous donne la possibilité d'avoir accès à des fonctions complémentaires. Alors, les versions advanced et professional les différences sont essentiellement dues aux API qui permettent de connecter des équipements extérieurs et la possibilité d'avoir un système de sous-organisation qui vous permettent en fait de piloter, de gérer des organisations pour des distributeurs, des revendeurs, des intégrateurs, etc. Le système est facturé à l'année, c'est donc un mode OPEX, et est facturé au nombre enfin la licence, et après au nombre de licences utilisées, licences que vous allez voir d'ailleurs sur la présentation du cloud. Je vous invite, si jamais vous n'avez pas encore d'accès, à vous connecter sur le site de Patton et alors je vais hop, vous montrer la page, vous inscrire en fait sur le site Patton et de demander une licence
une licence 90 jours, ce qui vous permettra en fait de pouvoir tester. Hop, voilà, donc page de garde Patton, Patton Cloud. Bon, la petite présentation, la liste des avantages. Alors, les différents plans disponibles. Donc, je vous disais, basique, standard, advanced et professional, avec, pour la partie professional, une différence avec les API, donc qui permettent l'interconnexion, et le multi-tenant, donc la gestion multi-cloud. Et là, en dessous, vous avez juste à vous inscrire pour obtenir un essai de 90 jours sur une version Professional Edition, donc la version complète. Voilà. Donc en 90 jours sur une version complète, ça vous donnera vraiment l'ensemble des armes pour comprendre en fait le fonctionnement de ce cloud. Donc l'avantage du cloud, en fait, il a pas mal évolué depuis le mois de septembre. Depuis septembre 2018, donc vous permet une gestion centralisée de tous vos devices. Donc on verra que c'est limité à certains firmware, donc firmware on va dire les plus récents, une gestion centralisée donc de tous vos équipements, une gestion simplifiée de ces équipements, un coût qui est somme toute modéré puisqu'on est en solution OPEX, une sécurité accrue. Alors la sécurité, tout simplement parce que contrairement à des outils qui vous permettent de prendre le contrôle à distance de vos équipements en rebondissant sur le PC d'un utilisateur, en faisant un TeamViewer, etc. Là, vous avez une solution centralisée et cryptée directement entre l'équipement et le cloud. Donc vous verrez que vous pouvez prendre la main sur votre device de manière, on va dire, assez simple et surtout très secure en fait, tout simplement. Et sans être obligé d'ouvrir des ports sur les firewalls, de faire de la translation, de la redirection de ports, etc. Rentabilité, interopérabilité. Rentabilité tout simplement parce que le coût des licences est également en OPEX, avec la possibilité de transposer des licences d'un équipement à un autre, donc le coût est assez intéressant. Et l'interopérabilité, tout simplement parce que avec l'option API sur la version professionnelle, vous pouvez le connecter sur des équipements, sur une solution que vous avez déjà, soit de supervision, soit de maintenance, soit de provisioning, soit de gestion de clients. Voilà. Donc voilà pour la présentation générale. Donc on va passer, comme vous pouvez le voir, au cloud. Donc celui-ci, en fait, c'est notre cloud de démonstration. Donc celui-ci est hébergé, non pas hébergé, pardon, les équipements sont à Berne. Vous allez voir hop là, sur le dashboard, on voit, voilà, l'ensemble des équipements qui sont hébergés à Berne sur les deux sites. Voilà. Donc, rapidement, une petite présentation rapide de l'ensemble des fonctionnalités. Donc, sur cette page de garde, l'accès aux informations, on va dire, génériques du cloud. Oh, pardon. Je vais le couper, ça sera plus simple. Voilà. Aux accès génériques, en fait, du cloud, donc avec le statut des équipements. Donc, de visu, on a sur cette page-là l'état des équipements connectés. Donc, là, sur les 6 équipements de démonstration, ils sont tous actifs et aucun n'a de souci, mais vous pouvez avoir online, offline ou gone. Gone étant un équipement qui était connecté mais qui a disparu depuis 48 heures, et offline, en général, les équipements qui sont en cours de reboot, en cours de mise à jour, etc., qui passent en offline. Vous avez un petit panel qui vous indique les différents modèles présents. Quand on utilise un Virtual Smart Node, on a également le VSN qui apparaît sur les devices représentés dans ce camembert. Les différentes versions de software, donc là, comme on peut le voir, on a des versions qui sont classiques, une version qui est une test build. Voilà. Donc on a en fait, qui apparaît en noir en fait. On a en fait toutes ces versions en fait qui vous permettent d'avoir de visu l'état de mise à jour de votre parc. Voilà, les autres informations sont pas forcément primordiales. Vous avez des informations sur les villes,
donc dans lesquels sont connectés vos devices. Donc voilà pour le dashboard. Page importante, la page d'organisation. Donc selon le type de licence que vous utilisez, vous allez avoir accès à des informations différentes sur cette page. Donc la première information que vous allez recevoir, c'est l'information sur votre organisation. Donc votre organisation avec le statut, est-ce que c'est actif ou pas, le nombre d'équipements qui sont autorisés sur votre licence en cours, la quantité d'espace de stockage que vous utilisez. Alors l'espace de stockage, on le verra par la suite, mais c'est l'espace qui va être utilisé par le provisioning si vous utilisez le provisioning pattern. Donc si jamais vous mettez sur le cloud les fichiers de configuration que vous voulez pusher sur vos équipements. Si vous utilisez un serveur de provisioning externe, vous le verrez dans la partie provisioning, mais si vous utilisez un serveur de provisioning externe, vous n'allez pas consommer de stockage local. Petite chose, si jamais je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me prévenir et à me demander de ralentir. C'est vrai que j'ai tendance à concentrer un maximum d'informations pour vous communiquer un maximum d'informations en un minimum de temps. Donc, l'ensemble des services qui sont disponibles. Donc ici, on est sur une version professional bêta, mais professional tout de même. Donc c'est la licence en fait qui nous permet de vous faire la démonstration. Bêta tout simplement parce qu'on a certaines fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans la version grand public. Voilà. Dont sur les outils en fait d'alerte et de monitoring, qui est la partie qui est aujourd'hui le plus en développement. On a énormément de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent tous les mois. Donc certaines sont disponibles sur cette version bêta, mais ne seront pas disponibles sur les versions complètes. Je vous ferai en cas de besoin, je vous indiquerai celles qui ne sont pas encore. Donc l'ensemble des services, comme vous pouvez le voir, on a le service API qui apparaît dans la liste des services, tout simplement parce qu'on est sur une version professional et le multitenant. Voilà. Donc là, c'est la version la plus complète. Ici, on a donc l'état de souscription, donc l'état le type de licence que l'on utilise et la date de mise à jour, la date de mise en service et la date de renouvellement. En bas, une information qui est assez intéressante et surtout assez importante. Donc vous avez en bas donc de organisation, je reclique dessus pour vous le montrer, organisation et tout en bas, les instructions pour connecter un nouvel équipement. Sachez que là, sur ce petit cadre-là, vous avez 99% de vos réponses quand vous n'arrivez pas à connecter un équipement sur le cloud. Connecter un nouvel équipement sur le cloud, hormis un cas très spécifique qui va être que cet équipement a déjà été enregistré sur un autre cloud et forcément vous avez beaucoup de difficultés à le connecter sur le vôtre puisqu'il est déjà enregistré et authentifié sur un autre cloud, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à le connecter. Donc c'est primordial parce que je regarde les statistiques du support technique et au support technique, on a beaucoup de questions sur la connexion sur le cloud et en fait, il s'avère que les personnes n'ont pas suivi la procédure de mise en route qui est somme toute très très simple. Donc première chose à faire, mise en service, installation du dernier software. Donc l'installation du dernier software parce que, comme je vous le disais, c'est limité à certains softwares. Donc il faut en version 3.13.5 minimum, 3.14.2 minimum ou les récents en 3.15. Voilà. Si jamais vous n'avez pas ces versions de firmware là, vous n'aurez pas accès à l'ensemble des fonctionnalités du cloud. Si vous venez par exemple avec une version tournant sur Smartware, vous n'aurez accès qu'au service de redirection. Donc vous ne pourrez pas monter votre machine sur le cloud. Donc ça c'est très important. Ensuite, très simplement, vous connectez sur votre équipement et vous injectez dans votre configuration votre clé d'authentification, votre clé d'organisation. Donc vous avez ici un ensemble de commandes. Vous pouvez copier-coller directement dans l'accès SSH sur votre équipement ces quelques lignes. Ces lignes-là sont très simples. Elles activent en fait l'accès à la configuration. Vous le configurez. Vous rajoutez le Nodems Clients qui vous permet en fait d'indiquer l'organisation de la clé. Vous créez un profil par défaut et vous copiez ce qui est en mémoire sur le startup, ce qui vous permet, lorsque vous redémarrez l'équipement, de ne pas perdre votre configuration. Voilà. Très très simple. Une fois que vous avez fait ça, l'équipement montera automatiquement dans la liste des équipements device. Voilà, c'est vraiment une petite aparté que je vous fais, mais ça fait partie des questions qui sont très récurrentes sur les services de support.
Donc ici, comme je vous le disais, on est sur une version professionnelle, donc avec une gestion des sous-organisations. Donc comme vous pouvez le voir, on peut créer une organisation, une sous-organisation, et pour ça, chaque sous-organisation créer des droits et des accès spécifiques. C'est un système hiérarchique qui est assez simple. Vous allez le voir également sur les utilisateurs, sur les gestions des équipements, sur le provisioning. Le système hiérarchique est simple, on crée des groupes, on déplace les utilisateurs dans des groupes, et dans les groupes, on donne des droits spécifiques. Voilà. C'est un schéma que vous allez retrouver sur la quasi-totalité du fonctionnement du cloud. Donc voilà pour la partie présentation de l'organisation. On ne va pas rentrer dans la création d'une sous-organisation, etc., parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est vraiment sur la partie provisioning et sur, je ferai un petit arrêt quand même sur les licences, parce que c'est quand même le point le plus important de présentation du cloud. Et je regarde l'heure, surtout pour ne pas prendre trop de temps. Donc, gestion des utilisateurs. Donc, comme je vous le disais, utilisateurs, groupe d'utilisateurs. Donc, utilisateurs, là, on va voir la liste des utilisateurs qui sont autorisés sur ce cloud. Donc, j'utilise celui de Roland Leocadio, notre commercial, responsable commercial sur la France. Donc, vous avez donc la liste des utilisateurs, vous savez ceux qui sont connectés, ceux qui sont actifs, et quand vous allez sur chaque utilisateur, vous pouvez avoir le détail donc des autorisations qui lui sont données. Donc son rôle est administrateur, tout simplement parce qu'il est dans le groupe administrateur. Vous pouvez créer plusieurs groupes, comme vous pouvez voir ici, groupe administrateur, des groupes opérateurs, groupe agence de presse, etc. Thomas, en fait, a créé un compte pour les alertes, donc on le verra par la suite dans la partie alerte, tout simplement parce qu'il utilise Slack pour faire des remontées d'informations, donc il s'est créé un utilisateur particulier. Donc ces administrateurs-là, en fait, toutes les personnes sont dans le groupe administrateur, donc on peut définir les droits de l'administrateur, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. On a juste à cocher en fait les différents droits. Et si on revient en fait sur un utilisateur particulier, on va avoir une vision, en fait, la vision par l'autre côté, donc la vision utilisateur avec la liste des permissions qui lui sont accordées. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un droit élargi. On peut avoir donc des statistiques de connexion pour chaque utilisateur. Voilà. Donc même chose, on va pas s'étendre plus sur cette fonction. C'est des fonctions qui sont assez classiques. Des groupes d'utilisateurs, des utilisateurs. À partir de ces utilisateurs, de ces groupes d'utilisateurs, on détermine les droits, les fonctions accessibles. Voilà, un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes, ça c'est important. Par contre, un profil ne peut pas être un sous-profil d'un autre profil. Voilà. On reviendra sur la partie alerte par la suite. On va passer tout de suite à la gestion. Alors, pardon, il y avait une fonction login. C'est vrai que je passe très vite dessus. C'est pour avoir l'état des dernières connexions. On en avait un qui était connecté pendant plusieurs mois, qui était là pour le test, qui était un test de Thomas. Voilà. Là, on a donc les informations sur l'utilisateur, depuis combien de temps je suis connecté, parce que c'est moi qui l'utilise. Sous quel groupe et sous quelle organisation je suis. Quand on est multi-organisation, ça permet de voir quelle organisation est connectée. Si jamais je suis en remote access, et surtout l'adresse IP et les informations sur mon browser. Liste des équipements. Donc, comme on peut le voir, tous les équipements sont actifs. Les 6 équipements qui sont connectés sur notre version de démo sont actifs. On a donc les versions de software qui sont actives sur les équipements. On verra tout à l'heure, mais on peut avoir plusieurs firmware sur le même équipement. Et les informations qui sont inhérentes à ce modèle. Donc la version du modèle, le groupe dans lequel il fait partie, l'adresse MAC. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit nom très simple, démo 1, démo 2, démo 3. Vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez dans le descriptif de votre équipement. L'intérêt, c'est de les retrouver assez rapidement, parce que les rechercher par adresse MAC, c'est pas toujours la solution, une solution simple. Donc si vous avez des équipements qui sont soit sur des sites, soit chez des utilisateurs, vous utilisez le nom d'utilisateur, ça vous permettra de le retrouver beaucoup plus simplement. Donc la page de garde de la démonstration de chaque matériel. Sur cette page de garde, donc le visuel. Alors vous voyez, on reprend en fait le visuel qui correspond
à l'équipement qui est reconnu. Donc le visuel en fait de votre équipement qui reprend l'adresse MAC, on a l'ensemble des LED actives ou pas, donc ça vous permet de voir si jamais un câble est branché ou débranché. Si jamais vous n'avez pas, par exemple, de connexion sur un port BRI, bon là, vous n'avez pas de port BRI, mais sur le DSL 1, et bien dans ces cas-là, vous pouvez voir de visu que le câble n'est pas branché. Vous retrouvez sur cette page de garde donc 5 fonctions qui sont les fonctions principales. Le blink pour faire clignoter toutes les LED quand vous êtes dans une armoire informatique. Ça vous permet de retrouver très rapidement cet équipement. Drop call, c'est pour stopper tous les appels en cours sur le matériel. Pour les appels fantômes, en fait, on a parfois des équipements qui sont connectés entre deux autres équipements sur lesquels vous perdez des sessions. Par exemple, vous êtes connecté chez un opérateur qui n'a pas envoyé de bail ou ce genre de choses. Ça vous permet de stopper les connexions en cours. Le report, donc pour lancer un report. Le provisioning, c'est pour relancer le provisioning quand l'équipement est dans un plan de provisioning. Vous pouvez le relancer directement à partir d'ici. Le reboot, donc pour redémarrer le matériel. La localisation, c'est grosso modo la même que celle de tout à l'heure pour les 6 équipements. Ici, vous avez la localisation qui correspond à ce matériel spécifique. Voilà, donc son adresse IP, l'ISP qui est utilisé, l'AS sur lequel il est connecté, voilà. Les licences. Alors, les licences, ici, on a un rappel en fait de ce que l'on va retrouver dans la partie licensing. Donc, les licences en fait correspondent aux licences qui sont en marron et en bleu. En marron, celles qui sont enregistrées sur le matériel directement, donc des licences qui ont été saisies directement en ligne de commande sur l'équipement, qui sont liées à cet équipement et qui ne peuvent pas être déplacées. Donc elles sont spécifiques à l'adresse MAC du matériel et elles ne peuvent pas être déplacées. Donc vous avez les licences qui sont fournies à l'origine, lorsque vous achetez votre matériel, vous avez ces licences en fait qui sont directement enregistrées dessus et qui ne sont pas déplaçables. Et en bleu, vous avez les licences qui sont attribuées par le cloud. Donc ces licences en fait, en bleu, on les verra ici, sont des licences qui peuvent être dynamiques. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a 4 licences statiques et 188 licences dynamiques disponibles sur cet équipement. Tout simplement parce que dans les licences, on a dû lui attribuer de manière dynamique jusqu'au maximum des licences disponibles. Alors, donc ici, l'état des différentes licences. La dernière fois que les licences ont été attribuées à cet équipement-là, donc c'est des licences dynamiques, mais a priori c'est un équipement qui n'est pas utilisé, donc on n'a pas changé l'état d'attribution. La partie provisioning, donc autre point important, et c'est pour ça que ces deux choses-là sont directement accessibles sur la page de garde de votre device, tout simplement parce que c'est les deux choses les plus importantes. Le provisioning, donc avec l'état du provisioning, le dernier provisioning en question, le profil qui a été utilisé, l'état du provisioning avec l'adresse IP, donc le dernier c'est le 7 février, le 2 février, le 2 juillet, pardon, oh là là, système américain, le 2 juillet à 19h26. Voilà, c'est l'état du dernier provisioning à partir de cette adresse, et vous pouvez télécharger avec ce bouton, pardon, le CSV qui correspond à tous les derniers événements sur ce matériel. Donc tous les provisionnings, même beaucoup plus anciens que ceux qui sont disponibles sur ce tableau. Deuxième petit onglet, donc en fait en haut, on a les différents onglets d'accès aux différentes rubriques. Deuxième onglet, l'onglet information. Donc sur l'onglet information, on a les informations customisées. Donc tout à l'heure, on a vu que l'on avait accès, on pouvait modifier certaines informations comme le nom de l'équipement. C'est donc ici que l'on va pouvoir le faire. On pourra modifier l'environnement, l'équipement, si on crée un environnement spécifique pour, je ne sais pas, par exemple un environnement lab et un environnement production, un environnement pré-prod et les environnements clients. On peut définir à quel environnement fait partie cet équipement pour pouvoir les retrouver plus facilement. Voilà, les informations sur le hardware et les informations sur la garantie. Les informations sur le hardware sont les informations sur l'adresse MAC, donc le numéro de série, les informations sur la version excusez-moi, hardware qui est utilisée et le modèle que vous avez.
Donc l'information, les informations sur l'administration. Donc là, Thomas Meyer indique que c'est sur son bureau. C'est un équipement de démo qu'il utilise, sachant que c'est la personne qui est responsable du développement cloud. Sur le software, donc les informations, comme je vous le disais, on a la possibilité d'avoir 2 firmware différents. Nombre de crash, ça c'est lors des mises à jour. Sur les 580 mises à jour, démarrage, 4 crashs qui sont sans doute dus à la tentative d'update sur des versions firmware test build ou la non-disponibilité du firmware, tout simplement. Donc on a la possibilité de changer directement le type de firmware et de sélectionner ici le dernier test build. On n'a pas besoin de télécharger, on a juste à sélectionner et appliquer pour faire la mise à jour sur la dernière version. Ça, c'est important parce que c'est quand même très souple de fonctionnement et vous n'avez pas besoin d'aller vous connecter sur l'équipement, sur son interface utilisateur, de télécharger la version du firmware qui correspond, etc., etc., de se poser la question si c'est bien la bonne version du firmware qui correspond bien à la version hardware que vous utilisez. Là, vous avez directement accès à l'ensemble des mises à jour, avec la possibilité de faire des mises à jour, comme vous pouvez le voir, des mises à jour qui sont programmées. Donc vous pouvez lancer une mise à jour à minuit chez vos clients pour simplifier en fait les déploiements des dernières versions. Donc vous allez le voir, c'est un ensemble de plein de petites fonctionnalités. Il y en a certaines dont je ne parle pas aujourd'hui, mais plein de petites fonctionnalités qui rendent le cloud extrêmement utile. Donc l'état sur le produit, donc l'état sont essentiellement les charges CPU, la mémoire et les informations des appels entrants sortants, la possibilité d'avoir un graphe sur la dernière heure, le jour, la semaine, le mois, pour avoir une corrélation avec, je ne sais pas, par exemple une charge sur un réseau et de savoir si jamais il y avait une corrélation entre la charge CPU et une grande charge mémoire. La gestion des interfaces, donc interfaces logiques et physiques, ça c'est très important. Tout simplement parce qu'on a sur ces équipements-là la possibilité d'avoir des interfaces réseau, un certain nombre d'interfaces réseau, et ces interfaces réseau, en fait, avec Trinity, on peut avoir une gestion multi-adresse, donc multi-réseau sur la même interface. L'avantage, c'est que ici, on pourra avoir accès aux interfaces logiques comme physiques directement à partir de ce menu-là, et d'avoir toutes les informations qui vont correspondre à l'interface, des informations sur le trafic entrant-sortant, etc. Voilà, donc ça c'est très intéressant. C'est très intéressant pour avoir un état de votre réseau à l'instant T. Donc je passe assez vite sur ces fonctionnalités-là. Si jamais vous avez des BRI ou des ports FXO, FXS, vous pouvez les avoir également. Vous allez les avoir également sur cet équipement. Je vais regarder ce que j'ai. Hop. Voilà. Ici, par exemple, on a des équipements E1 qui sont connectés et sur chaque équipement E1, on va avoir, quand on clique dessus, l'état de l'équipement et la configuration qui lui est appliquée. Donc, on est en P2P, point-to-point, en CRC4, la clock est en master, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut avoir une information qui est quand même assez intéressante à partir du moment où on se connecte. Donc j'ai une question sur à quoi sert le provisioning. Alors le provisioning, on va le voir par la suite. Ça fait partie, je sais que je prends un petit peu de temps, on va peut-être déborder un petit peu et je laisserai peut-être un petit peu moins de temps. Mais le provisioning, en fait, je vous l'expliquerai juste après dans les menus suivants. En fait, j'avance petit à petit. Voilà, pour répondre à une question qui m'est posée. Voilà, donc les différentes interfaces, dont les interfaces, là, en l'occurrence, T2. La gestion des configurations, donc là c'est juste l'accès aux configurations avec l'état. Les différents logs, c'est les logs qu'on va retrouver sur la machine. Donc là c'est un mirroring en fait des logs qui sont directement accessibles à partir de l'interface. Les fichiers, donc les fichiers qui sont en deux couleurs, ceux qui sont liés à cet équipement-là, ceux qui sont directement sur le matériel et ceux qui sont dans le cloud. La possibilité de lancer une commande, la gestion des terminaux, donc terminaux embarqués, terminaux en full screen ou sur une nouvelle fenêtre, ça vous permet en fait de lancer un SSH sans avoir besoin de vous connecter en SSH, ce qui est assez pratique si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ouvrir les ports sur le réseau sur lequel votre équipement est connecté.
La gestion par l'interface utilisateur, donc même chose, c'est l'interface graphique en fait que l'on retrouve sur tous les matériels, sur tous les équipements. Là en version soit intégrée dans l'interface, soit en nouvelle fenêtre. Ça permet de même chose que tout à l'heure, d'éviter de faire des redirections, mais là, quand on veut utiliser l'interface graphique pour la configuration. La gestion des licences. Alors la gestion des licences, on a vu tout à l'heure qu'on attribue des licences aux équipements. Donc la gestion des licences, c'est un mode OPEX, je rappelle. Ici, vous avez l'ensemble des licences qui sont attribuées au cloud sur lequel vous êtes. Donc, la dernière attribution et le type de licence qui a été activé, l'état global de vos licences, celles que vous avez commandées, celles qui sont actives sur votre cloud et celles qui sont utilisées à un instant T avec le nombre de licences maximum qui ont été utilisées. Voilà, ça vous permet de visu de savoir si jamais vous êtes dans les clous pour les licences que vous avez consommées, équipement par équipement. Donc, la gestion des licences pool, comme vous pouvez le voir, on peut avoir des profils. Donc, on va aller voir ces différents profils. Ici, on a créé 4 profils, un profil BRI, PRI, Session Border Controller et un profil de test. Le profil BRI, on a attribué un certain nombre de licences. Donc, une licence SIP Register à tous les équipements qui sont sur ce profil BRI, des sessions SIP avec, hop, on va l'éditer, avec un nombre de sessions minimum de 0 et un nombre maximum de 8, en faisant abstraction du nombre de sessions qui sont en hardware sur le matériel. C'est assez important. Donc, si jamais vous avez un équipement qui a déjà 4 sessions, vous utilisez en fait une attribution dynamique de 8 sessions, vous allez avoir donc 4 plus 8. Voilà. Une licence SIP Survivability, une licence TLS et des licences Void Channel qui sont en général le même nom que sur la gestion des sessions. Et quand on va sur le device, là, on attribue le type de profil que l'on veut appliquer. Donc, comme vous pouvez le voir, le type de profil que l'on veut appliquer au matériel. Donc, vous pouvez créer des profils utilisateurs, des profils par type de produit, des profils par type d'utilisation. Voilà. Et vous pouvez créer des devices et un device par défaut. Là, en l'occurrence, il n'y a pas Hop là, pardon, je suis parti au mauvais endroit. On y retourne. Voilà. Là, vous avez le device par défaut qui est le ISBC. Vous pouvez ne pas avoir de device par défaut. De profil licence, excusez-moi, par défaut. Voilà. Quand on retourne sur le tableau des équipements et des licences, donc on voit que l'ensemble des équipements sont actifs, et là, on a les licences qui sont attribuées, avec en marron les licences qui sont attribuées à l'équipement lui-même et en bleu les licences donc attribuées à l'équipement parce que directement saisies sur l'interface de l'équipement et qui sont liées à l'adresse MAC de l'équipement, donc non utilisables sur un autre matériel, et en bleu les licences qui sont attribuées de manière dynamique. Voilà. Donc voilà, très rapidement pour la partie licence. Je vais commencer par le provisioning, parce qu'a priori c'est quelque chose qui est demandé. Donc, le provisioning, en fait, on va avoir le même. Alors, on a un wizard de configuration qui est une fonction qui est nouvelle. Donc, attention, ce n'est pas encore disponible ou c'est disponible sous très peu, mais pas pour tout le monde encore sur la version définitive. Donc, ça sera la création de wizard de configuration. Voilà, avec la gestion, la création de templates. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est quand même assez complet et assez bien fait. Ces wizards-là vous permettront en fait de ne pas avoir besoin d'utiliser les wizards qui sont disponibles sur notre site de wizard, et vous pouvez en fait directement créer et télécharger. On va le garder simple. De configurer en fait vos wizards de configuration. Alors, les profils de provisioning, comme vous pouvez le voir, on a différents types de provisioning. Si on clique sur créer, vous voyez que ici on a le provisioning pour Wizard qui vient d'être rajouté en fait aux 4 types de provisioning que l'on avait précédemment. Le principe du provisioning est simple. Vous avez un équipement qui vient se connecter sur le cloud parce que vous l'avez déclaré sur le cloud. Cet équipement-là, vous lui avez attribué
un profil que l'on va retrouver ici. Donc ici, vous lui attribuez un profil, et ce profil, en fait, va être déterminé dans le provisioning profile. À partir de ce profil, on va déterminer comment va être provisionné l'équipement. Alors aujourd'hui, je fais la présentation de manière inverse à celle que je fais d'habitude. D'habitude, j'explique en fait l'ensemble des fonctionnalités et après j'explique la manière dont ça va fonctionner. Aujourd'hui, histoire de changer un petit peu, je vous l'explique en sens inverse, c'est-à-dire que je vous montre comment l'équipement, je vous explique comment l'équipement vient se connecter et après comment vous pouvez le rediriger. Donc, l'équipement vient se connecter sur le cloud. Si jamais sur le cloud, vous n'avez pas défini de profil de provisioning, il ne va rien se passer. L'équipement va simplement monter. Point. Si jamais vous déterminez un profil de provisioning, l'équipement va venir voir quel est le profil qui lui est appliqué. Donc, lors de son authentification, il vérifie quel est le profil. À partir du moment où vous avez un profil d'authentification, il va appliquer ce profil. Dans le profil, on va déterminer ce que l'on fait. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a 5 profils. Donc ces profils-là, en fait, le dernier étant le nouveau, le profil Wizard. Donc les profils en fait que vous allez voir ici sont des profils de provisioning soit en interne, soit en externe. Je vous montre le premier qui est juste la solution la plus simple, qui est juste le mode Connect. Alors le mode Connect, en fait, ça ne fait pas de provisioning particulier, ça connecte l'équipement sur le cloud et ça le met disponible dans la liste des devices. Ça vous permet en fait de toujours avoir la main sur le matériel, quoi qu'il arrive. C'est un profil que moi, je mets toujours en profil par défaut ou en profil fallback. Tout simplement parce que si jamais vous avez un provisioning qui se passe mal sur un équipement externe, sur le cloud, peu importe, automatiquement, le fallback sera la connexion sur le cloud et là, votre équipement remontera votre équipement remontera en fait sur le cloud et vous pourrez vous connecter dessus et appliquer les modifications dont vous avez besoin. Voilà. Hop. Voilà. Donc, là, le premier profil, en fait, c'est le profil donc avec un statut actif. Bon, voilà, on peut créer des profils que l'on n'utilise pas ou qui sont en backup. Là, c'est un profil qui est actif, qui n'est pas par défaut. Le rôle de ce profil, c'est de se connecter sur le cloud. Donc, connect to cloud immediately, c'est en fait simplement le monter et de le faire apparaître sur le cloud, à condition d'avoir respecté ce que je vous avais indiqué au tout début dans la partie organisation, c'est-à-dire de saisir la clé d'authentification. Sur le profil par défaut, le profil pardon, de fallback, ce profil de fallback, ici, quand on a un profil simplement de connect, c'est vrai qu'on n'utilise pas toujours de profil de fallback, mais on peut avoir un profil de fallback sur n'importe quel autre profil. Le deuxième type de profil qui est un profil de connexion, alors on en a deux en fait qui sont très similaires. Je vous en explique qu'un. La différence c'est dans le répertoire dans lequel ils vont chercher le fichier de provisioning. Donc je ne vais vous en montrer qu'un seul pour une question de temps. Donc le profil appelé direct, ça sera un provisioning sur les fichiers présents sur le cloud. C'est-à-dire l'équipement vient s'enregistrer sur le cloud, vient récupérer son profil de provisioning, et dans son profil de provisioning, on lui indique à quel endroit il doit aller chercher son fichier de provisioning. Le fichier de provisioning est le fichier qui contient sa configuration. Voilà. Donc, sa configuration, en fait, sera présente, là, dans ce profil-là, sa configuration sera présente dans un sous-répertoire qui est provisioning / le numéro de série.cfg. C'est-à-dire, l'équipement va rentrer dans le répertoire provisioning, va vérifier si jamais il y a un fichier qui correspond à son propre numéro de série, .cfg, et le provisioning va se faire si jamais ce fichier est présent. Si ce fichier n'est pas présent, il va aller dans le profil de fallback, qui est un profil, en l'occurrence, là, de redirection. Donc ça va être sans doute sur un serveur de provisioning externe. On peut également faire un fallback sur juste le faire monter dans l'interface du cloud. Comme vous pouvez le voir, les différents... Alors Cloud Connect, c'est pour que voilà, ils puissent se connecter. Les fichiers, les variables, en fait, vous avez la liste des variables utilisables pour définir le chemin et le nom de fichier vers lequel l'équipement va aller se connecter
le chemin sur lequel l'équipement va aller se connecter pour récupérer son fichier de configuration. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut le définir par une version hardware, si jamais on veut une configuration, un fichier de provisioning spécifique sur le hardware, par rapport à son adresse MAC, son numéro de série, par rapport voilà, à la version du software, etc. etc. C'est un moyen en fait de déterminer en fait des catégories d'équipements pour faire un provisioning spécifique. Donc voilà pour le provisioning. La version par défaut, enfin, c'est celui qui est présent en fait quand on crée quand on sélectionne en fait un provisioning sur un fichier, automatiquement c'est celui-ci que l'on met par défaut parce que le plus souvent on va chercher un fichier qui correspond exactement à l'adresse MAC du produit, à son numéro de série. Voilà. Donc ce fichier-là, il sera stocké dans, je vais vous le montrer tout de suite, dans la gestion des fichiers, provisioning. Comme vous pouvez le voir, on est dans le répertoire provisioning et là vous avez le nom des fichiers et comme vous pouvez le voir, l'adresse MAC d'un fichier, d'un équipement, et quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir accès à son fichier de configuration avec la possibilité de l'éditer et de le modifier. Voilà. Donc ça, c'est le fichier sur lequel le fichier de provisioning sur lequel l'équipement va venir se connecter et récupérer sa configuration. Autre type de provisioning, alors je passe le provisioning from drive parce que c'est la même chose en fait sur un répertoire différent en fait de notre cloud. Alors, autre type de provisioning, un provisioning sur redirection sur un serveur TFTP externe. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir un provisioning en local et un provisioning à distance. Le gros intérêt d'avoir le provisioning en local et à distance, c'est que vous pouvez faire des failovers entre l'un et l'autre. Par exemple, vous faites un provisioning sur votre serveur TFTP distant dans un premier temps, donc un redirect sur un serveur externe. Hop, on va l'éditer. Donc son statut est actif, c'est pas un fonctionnement par défaut. On ne vérifie pas le certificat d'authentification de l'équipement, donc le certificat SSL qui est dans l'équipement. On peut le contrôler bien sûr. On précise bien qu'il faut avoir cette clé dans la configuration si on veut que l'équipement soit authentifié sur le cloud. Donc ça, c'est la clé de votre organisation que l'on a vue dans la partie organisation. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une redirection vers un serveur TFTP, son adresse IP, un répertoire et le numéro de série .cfg. Donc on va en fait aller télécharger en TFTP le fichier de configuration sur un serveur TFTP externe, qui en l'occurrence peut être un serveur que vous stockez où vous le souhaitez. Voilà, il suffit que l'équipement ait accès à ce réseau et puisse télécharger ce fichier. Donc toujours les mêmes variables utilisables pour créer son URL, pour retrouver son fichier. Et le fallback, ici par exemple, on a un fallback un fallback qui n'est pas déterminé, mais on peut par exemple déterminer un autre service de provisioning qui va être le provisioning sur le cloud local. Par exemple, vous pouvez envisager un provisioning avec un équipement qui va se connecter d'abord avec le redirect sur un serveur TFTP externe. Le serveur TFTP externe ne répond pas pour X raisons, maintenance, coupure de lien, peu importe. Automatiquement, si le provisioning ne se fait pas, il va utiliser le fallback, le premier fallback. Le premier fallback, ce sera un provisioning en local. Et là, vous avez sur le cloud Patton la totalité de vos fichiers de configuration. Donc, tentative de récupération de son fichier de configuration en local. Et par exemple, vous n'avez pas ce fichier de configuration en local, vous mettez en failover de ce provisioning juste le provisioning de connect, donc un troisième niveau en fait, et là l'équipement montera dans le cloud et il sera disponible pour intervention. Vous pourrez vous connecter dessus en SSH, etc. Voilà une solution simple en fait qui vous permettrait de configurer un serveur de provisioning qui
peut répondre à peu près à tous les besoins et surtout à des solutions de fallback en cas de problème. Vous pouvez très bien avoir 2 serveurs TFTP externes et faire un serveur principal, vous connectez vos équipements sur le principal, il faut un fallback sur le secondaire ne répond toujours pas, un fallback sur le cloud ne répond pas parce que le fichier n'est pas présent par exemple, automatiquement un fallback sur le connect, donc la possibilité de le monter dans l'interface. Voilà. Après, le fichier en lui-même, c'est à vous de le créer. Vous créez votre fichier de configuration, soit c'est un fichier qui est générique, que vous copiez de machine en machine, soit c'est un fichier que vous créez à partir d'un wizard. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau wizard. Soit c'est un fichier en fait que vous allez générer à partir de votre interface. On a beaucoup de clients en fait qui ont des interfaces de gestion des équipements où ils génèrent eux-mêmes les configurations. Selon le type de produit, en fait, ils ont 3-4 produits types. Ils déploient ces produits-là avec des configurations qui sont générées directement à partir d'une interface client. Voilà pour la partie provisioning. Donc, on parlait tout à l'heure de l'attribution d'un profil. L'attribution du profil, en fait, est très simple, puisque ici, en fait, on sélectionne dans le profil le type de profil que l'on veut utiliser pour provisionner cet équipement-là. Donc, à partir du moment où vous déclarez un équipement, donc soit l'équipement n'est pas encore accessible, n'est pas encore apparu parce que vous ne l'avez pas, comment dire, vous ne l'avez pas encore enregistré. Dans ces cas-là, vous allez sur Device, vous allez enregistrer un équipement à partir de son numéro de série. Vous lui attribuez en fait le type de profil que vous voulez lui appliquer, etc. Cet équipement-là, vous l'avez encore jamais vu. Il est encore dans son carton. Et vous lui attribuez en fait l'ensemble des fonctions que vous voulez lui attribuer. Ce matériel-là va démarrer. Quand vous le démarrez, il y aura une manipulation à faire, c'est-à-dire de bien lui indiquer la clé d'authentification et en fait tout le reste va se faire de manière automatique. C'est-à-dire qu'il va démarrer, il va se connecter sur le cloud, il va récupérer son fichier de provisioning, vous allez lui attribuer automatiquement le profil de licence que vous avez déterminé. Voilà, c'est très simple. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est vrai que je vais très très vite sur cette partie-là. Je vois le temps qui défile surtout. Si je ne vois pas de questions en cours de route, je vais continuer. Donc le dernier point, en fait, c'est la partie gestion des alertes. Alors c'est très court, une petite heure pour vous présenter tout ça. J'essaie de faire le plus concaténé possible. Voilà. Petite question que je vois arriver sur la présentation du webinaire. Oui, la présentation du webinaire est téléchargeable à la fin du webinaire. Il faut attendre 24 heures le temps que l'ensemble soit compilé, mais l'ensemble est compilé et disponible en téléchargement sur le site. Donc vous pouvez le récupérer pour revisualiser si vous voulez par la suite. Donc la gestion des alertes. Alors la gestion des alertes, plusieurs menus. Un menu simple qui est le menu Active Alert pour avoir les alertes qui sont en cours. La gestion des alertes, c'est un système en fait qui a été déployé il y a maintenant 1 mois et demi, qui évolue beaucoup. C'est une solution qui nous permet de créer des règles d'alerte, des actions et un monitoring. Alors les règles d'alerte, c'est-à-dire déterminer quel type d'alerte vous voulez, quel type de points vous voulez monitorer. Sur ces différents points que vous voulez monitorer, quelles sont les actions que vous voulez faire. Et puis, alors les actions, ça ne sera pas forcément des actions sur l'équipement, ça peut être des actions sur envoyer une alerte par SMS, envoyer une alerte par email, faire une remontée d'informations dans un Slack, par exemple. On a la possibilité d'interconnecter un Slack service. Et de monitorer en fait l'ensemble de ces alertes. Donc là, pas d'alerte sur les équipements. Les différentes règles qui ont été créées sont des règles, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que pour chaque règle, en fait, on peut créer énormément on a une granularité très très fine sur le type d'alerte que l'on veut créer. Donc, par exemple, une alerte que l'on veut créer sur une charge CPU avec, comme vous pouvez le voir, des conditions de déclenchement avec du si alors sinon, des conditions de déclenchement, des conditions de relâche. Si jamais on fait un reset de l'alerte, par exemple, on a une alerte qui se déclenche parce qu'on a un CPU qui est à 80% depuis 6 minutes et on déclenche une alerte.
mais cette alerte-là, il ne faut pas qu'elle reste active. L'alerte doit se désactiver. Donc, si jamais le problème disparaît. Alors, on peut envoyer une alerte pour avertir à quelqu'un d'aller voir en cas de difficulté, mais ne pas laisser sur le dashboard de l'ensemble des alertes cet équipement toujours en rouge, alors que la charge est retombée. Ça aurait très bien pu être un pic de communication à un instant T, juste parce que l'utilisateur a utilisé l'ensemble de ses licences, l'ensemble de ses ressources sur son alerte. Donc, on va déterminer une raison pour laquelle on déclenche l'alerte et la raison pour laquelle on va resetter. Voilà. L'ensemble des actions que l'on peut déclencher et la raison pour laquelle on va stopper ces actions. Voilà. Le petit résumé qui permet d'avoir de visu la raison pour laquelle on a déclenché le timer du déclenchement, etc. Je vais très vite, je vous l'accorde, mais je n'ai pas vraiment de choix au vu du temps qui nous reste. Excusez-moi. Une alerte qui est souvent utilisée, l'état des PRI pour avoir un état. Donc on va directement aller sur le résumé. Donc on va déterminer la raison pour laquelle on va déclencher cette alerte. Donc là, le lien est down. Dès que le lien est down, on déclenche l'alerte. On n'a pas de reset. On déclenche immédiatement une alerte avec un message en cas d'alerte. Voilà. C'est un système qui est assez complet et qui en plus enfin, on va pas dire se complexifie parce que c'est pas le terme, se bonifie avec le temps parce qu'on rajoute énormément de fonctionnalités au fur et à mesure des semaines. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute en fait de l'ensemble des informations et des remontées de nos utilisateurs, et c'est vrai que on fait du fine-tuning en fait sur l'ensemble des fonctionnalités au fur et à mesure des remontées des utilisateurs. Donc, la possibilité en fait de lancer des actions. Alors les actions, ça peut être un email, ça peut être un SMS, ça peut être une connexion sur le Slack quand on a une connexion Slack. Excusez-moi. Voilà. Et une chose très importante qui est la gestion des agendas. Alors la gestion des agendas, tout simplement parce que vous pouvez avoir un outil de monitoring qui va correspondre au type de contrat que vous utilisez. Donc par exemple, si vous avez un service qui n'est capable de faire que du 7 heures par jour ou du 5 heures par jour ou du 24-24, un service qui fonctionne que 5 jours sur 7, un service qui fonctionne 7 jours sur 7, des contrats clients qui sont différents de client en client, des contrats en gold, en silver, en bronze, peu importe, avec des monitoring différents, pardon. Dans ces cas-là, vous pouvez créer des schedules, des agendas dans lesquels, des programmations dans lesquelles vous déterminez de quelle heure à quelle heure vous allez faire votre supervision. Et lorsque vous êtes en dehors de ces heures-là, soit ne pas faire de supervision, soit engendrer un mode de supervision différent. Par exemple, de heure ouvrée, vous allez avoir un service de support qui va monitorer l'ensemble des équipements. Et en dehors des heures ouvrées, vous avez un service de maintenance de nuit, par exemple, d'astreinte, qui n'est averti que si jamais il y a un problème. Dans ces cas-là, vous changez de mode de supervision. Et la supervision ne se fera pas avec un pop-up à l'écran, par exemple, mais plus avec l'envoi d'un SMS lorsqu'il y a un souci. Voilà, c'est un outil en fait qui est assez complet et plutôt très bien fourni, et qui répond vraiment à quasiment toutes les fonctionnalités, tous les besoins que vous pouvez avoir en fait sur des outils de monitoring. Vous avez la possibilité aussi avec l'API de le connecter sur des systèmes externes. Si jamais vous avez vos propres outils de supervision et de maintenance, vous pouvez les connecter sur des outils externes et remonter l'ensemble des informations. Voilà, je suis désolé, ça a été très long. Je pensais que je tiendrais en 40 minutes, mais ce n'est pas le cas. Je suis disponible si vous souhaitez me poser des questions. Si jamais vous avez des questions qui peuvent être un petit peu longues, dans ces cas-là, vous n'hésitez pas. Je vais vous laisser, excusez-moi, je vais vous laisser mes coordonnées à la fin de la présentation, et vous pourrez donc me contacter pour me poser les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions à me poser? Donc voilà, mon adresse email et mon numéro de téléphone.
ce numéro de téléphone passe par la Suisse, n'hésitez pas, je suis sur le marché français, je vous le précise, même si jamais j'ai un téléphone suisse. Donc pas de questions. Si jamais vous avez besoin de revoir cette présentation, s'il y a des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Vous pouvez soit me contacter, je me ferai un plaisir de vous faire une présentation. Je fais un webinaire un workshop, pardon, tous les mois. Je peux vous faire des webinaires si jamais vous êtes assez nombreux pour y participer sur un point précis. N'hésitez surtout pas. Je suis disponible si jamais vous avez des questions particulières ou si vous rencontrez une difficulté sur le fonctionnement de votre cloud, sur la connexion d'un équipement sur le cloud. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur les configurations également. Voilà, je suis disponible pour tout ça. Si jamais je ne peux pas vous répondre, je vous orienterai sur la personne adéquate. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé. Je suis surpris, agréablement surpris d'ailleurs que autant de personnes se soient rendues disponibles pour une fin de mois de juillet. Donc écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. Et puis je vous invite fin août, malheureusement pas de présentation, c'est le mois off. Donc je vous invite à revenir au mois de septembre pour la prochaine présentation. N'hésitez pas à me contacter durant le mois d'août, je serai disponible début août si jamais vous avez la moindre question. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne journée bien ensoleillée et bien chaude et de bonnes vacances. Merci à tous.